Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur African Doers Live Talks, votre rendez-vous hebdomadaire, ce rendez-vous auquel nous partageons des idées, nous échangeons avec des invités qui viennent. Je suis Marvin Lotti-Lutonadio, un de vos présentateurs, et cette semaine, aujourd'hui, c'est moi qui recevrai notre invité. Juste le temps de permettre à tout un chacun de faire le partage, de partager cette vidéo, de partager, et nous allons commencer dans plus ou moins 4 ou 5 minutes. Je vous laisserai le temps de faire le partage et nous allons commencer notre épisode de ce jour avec notre invité également qui est déjà là, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Je salue tous ceux qui se connectent. Faites un signe si vous m'entendez et si vous avez le son, faites un signe, écrivez. Vous pourrez interagir avec nous au cours de cette interview. Posez vos questions à notre invité également, pourquoi pas, et elle vous répondra, tout comme elle répondra aux questions que nous avons préparées pour cet épisode. Hello, bonjour, bonjour, bonjour tous ceux qui se connectent. Bonjour, je salue tous ceux qui se connectent. Faites le partage, c'est le rendez-vous de l'Afrique, c'est le rendez-vous du futur de l'Afrique, du devenir de l'Afrique, effectivement. Nous échangeons autour des idées, de grandes idées. Nous partageons également et nous discutons en toute cordialité, dans toute la convivialité. N'hésitez surtout pas de poser des questions à notre invité qui sera là d'un moment à l'autre. Donc, comme je le disais tantôt, dans plus ou moins 5 ou 4 minutes, elle sera avec nous. Une façon pour moi de vous laisser le temps de faire le partage, de partager effectivement. Vous savez retrouver ce live sur YouTube. Donc, plus ou moins dans 1 minute, le live sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez faire également le partage. Vous pourrez partager également sur toutes les autres plateformes. N'hésitez surtout pas. African Doers Live Talks, c'est votre émission de chaque semaine avec des thématiques précises, des thématiques plus ou moins diverses où nous parlons de l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, d'une thématique qui rentre dans le cadre juridique, mais qui concerne tout le monde, les jeunes entrepreneurs, les consommateurs, les clients, pourquoi pas, les institutions et les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Moi, je vous laisse juste le temps de faire le partage, partager, 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 et nous allons commencer d'un moment à l'autre. Alors, juste dans l'attente. Nous allons commencer notre... Alors, juste le temps de nous mettre en live sur toutes les plateformes.
Alors, nous allons commencer d'un moment à l'autre. Encore quelques minutes, le temps pour nous de nous connecter et de faire le partage. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Je vous dis bonjour. Alors, nous allons bientôt commencer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans African Doers Live Talks, ce rendez-vous qui est une initiative de 5 jeunes médias de la diaspora qui se sont regroupés afin de parler des questions qui créent et créer une synergie autour du développement, autour du continent africain, pour le devenir du continent africain, l'Afrique post-Covid. Quelles seront les marges pour nous, pour les jeunes créateurs, pour les médias, pour tous ceux qui veulent apporter un plus dans le développement du continent africain. Et African Doers regroupe 5 médias, notamment la plateforme Je Consomme Africain, qui est une plateforme dirigée par Joy Ital, qui est ma collègue qui présente avec moi également certains épisodes, avec laquelle je partage la présentation de ces épisodes. Avec Regina Ounissoun, qui est l'initiatrice également du média Afrique culturelle, qui est au Sénégal. Vénitia Aguino, qui est au niveau de l'Afrique du Sud et qui est la patronne du média Tropix et du groupe Tropix que vous pourrez rencontrer et voir également sur Facebook. Et également mon confrère Tadieu, qui est également en France et qui est à la tête du média Kamita Mag. Et vous pouvez tous nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et toutes les autres plateformes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle thématique. La thématique concerne le legal design. Comment est-ce que le legal design peut rendre le droit plus accessible en Afrique? Nous allons en parler avec une spécialiste qui est avec nous aujourd'hui, une spécialiste qui va nous éclairer, qui va nous apporter pas mal d'idées, pas mal d'éclaircissements. C'est vrai que l'on peut se poser des questions, c'est quoi le legal design? Pour tous ceux qui ne sont pas fans du droit, qui ne sont pas passionnés du droit, peuvent se dire, mais c'est quoi le legal design? Qu'est-ce que le legal design peut bien nous apporter? Et effectivement, nous allons en parler aujourd'hui avec notre invitée qui est une spécialiste du domaine avec laquelle nous allons échanger. N'hésitez surtout pas à écrire, à commenter, à poser vos questions. Nous sommes avec vous pour plus ou moins 1 heure et je vais faire entrer notre invité qui va commencer cet épisode avec nous. Et c'est parti pour ce 5e épisode. Voilà, nous sommes en présence de notre invité. Bonjour, maître Karine Mazangoumba. Bonjour. Bienvenue sur African Doers Live Talks, ce 5e épisode. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Pareil, c'est pour moi aussi je suis honorée en tout cas d'être une invitée d'African Doers et donc c'est un plaisir aussi pour moi. Un plaisir partagé également et pour tous ceux qui se connectent. Alors, maître Karine Mazangoumba, je ne vais pas faire grand sur votre présentation. Je vous laisse le choix le libre choix de nous présenter votre personne, votre cabinet ou si possible votre parcours en général. Qui est maître Karine Mazangoumba? Je suis Karine Mazangoumba Chitoula, donc je suis avocate au barreau de Paris et au barreau de Madrid. Et justement, c'est à Madrid qu'il y a 10 ans cette année, j'ai démarré ma carrière d'avocate.
et en droit des affaires internationales dans un cabinet d'affaires madrilène. Et depuis le temps, je me suis installée en France et j'ai créé il y a 3 ans un cabinet de niche où effectivement j'exerce surtout une partie du droit des affaires qui est où je développe mon expertise en droit numérique et en technologies innovantes et en propriété intellectuelle et droit des entreprises. Donc mon cabinet s'appelle MMT Avocat, il est à Paris, mais c'est surtout un web cabinet pour une web avocate qui travaille avec des web entrepreneurs. Et donc, je les accompagne sur des questions de stratégie juridique digitale, sur la sécurisation des solutions numériques. Donc là, c'est vraiment très technique, tout ça. Mais mon approche, justement, est de sortir du technique pour être beaucoup plus simple et plus accessible. Et c'est pour ça que dans ma pratique, j'ai intégré ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le legal design. D'accord. Alors, donc, juste pour enchérir ce que vous avez dit, vous aidez les jeunes entrepreneurs qui créent des petites entreprises axées sur le web, en général. C'est ça? Oui, on va dire que oui, des personnes qui ont une activité en ligne ou qui ont une activité qui intègre une technologie. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien la personne qui crée son commerce électronique, sa boutique en ligne, donc un commerce électronique, que celui qui va créer une application et où on va aller travailler, par exemple, des questions de protection des données dès la conception d'un logiciel, par exemple. Donc, ça dépend. C'est pour ça c'est pour ça que je marque cette différenciation entre web et tech, parce qu'effectivement, il y a des questions qui sont beaucoup plus technologiques et il y a d'autres qui sont liées au digital, on va dire, de manière générale, parce que on a un site web, par exemple. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du legal design et nous nous sommes posé la question de savoir comment est-ce que le legal design qui est devenu une innovation, il faut dire que le legal design, c'est une méthode, une innovation qui permet aujourd'hui de simplifier plus ou moins la compréhension du droit. Mais pour vous qui êtes spécialiste, comment est-ce que vous expliquez le concept du legal design aux citoyens lambda qui ne comprend pas qui comprend vraiment plus ou moins les concepts du droit? En fait, le legal design, c'est une façon de penser, c'est une façon de redessiner le droit pour qu'il soit justement compris par son destinataire. Donc, c'est vrai qu'il y a le concept legal design, mais c'est juste pour donner un nom. Mais en réalité, c'est juste une façon de faire, une façon de penser, une façon de redessiner. C'est ce côté design, tout ce qui a trait au droit pour permettre que justement les destinataires comprennent. Donc, c'est très large. Quand on parle de legal design, c'est assez large. Et je vais donner des exemples un peu simples. Par exemple, il y a énormément de niveaux. Un des niveaux en legal design, et je vais même dire le premier niveau, c'est le langage clair. Par exemple, on a l'habitude, en fait, on n'a pas toujours conscience que le droit, il est au cœur de notre quotidien. On va chez l'épicier, c'est un acte juridique d'acheter quelque chose. On va déclarer son enfant à la naissance, c'est un acte juridique. Et donc, toutes ces choses-là, ça fait partie de notre quotidien, mais on n'a pas conscience que ce sont des actes juridiques. Et moi, en tant que juriste, si je parle à un autre juriste, je vais dire que au moment d'acheter, c'est un acte, c'est un contrat synalagmatique. Oui, mon confrère en face, il va me comprendre, mais la personne qui va acheter chez l'épicier, il veut comprendre qu'il va juste acheter chez l'épicier. Donc, c'est apprendre à parler comme les gens ont besoin de comprendre. On n'a pas besoin de montrer un savoir qui est dans les livres. Ce qu'on veut, c'est être compris. Et donc, le legal design, son objectif, c'est un petit peu de remettre l'humain au centre de à qui on parle, à qui on s'adresse, qui est le destinataire de ce qu'on fait, en fait. C'est un peu, pour moi, le legal design, c'est un petit peu ça. Et je pense que au fur et à mesure, peut-être, de l'interview, en donnant des exemples un peu plus précis, on comprendra. Mais un exemple assez simple encore de legal design dans le design d'information, ce serait, par exemple, au lieu de faire un contrat et de 19 pages tout écrit à des personnes qui ne sont pas forcément dans cette optique, c'est, imaginons une coopérative rurale, on leur fait, plutôt que de faire 10 pages écrites où on ne comprend rien, ce serait leur faire un contrat en BD, un contrat en dessin, où effectivement tout est compréhensible. En un coup d'œil, on a compris
quels sont ses droits, quelles sont ses obligations. Avec une simple infographie, on sait que, par exemple, si j'achète des œufs chez l'épicier et quand je rentre chez moi, les œufs, ils sont périmés, bah, quels sont mes droits? En général, bah, les gens, ils vont pas réclamer parce qu'ils savent pas, en fait. Ils savent pas quels sont leurs droits. Peut-être que la chose la plus simple, ce serait simplement de mettre une petite infographie où bah, l'épicier, il peut expliquer quels sont lui ses droits qu'on paye déjà, mais aussi quelles sont les garanties qu'il donne à ses utilisateurs qui viennent acheter chez lui tous les jours. Donc, c'est un peu ça l'approche legal design, c'est simplifier justement les choses pour être compris. Et quand on recourt plus ou moins à une BD ou à une illustration, est-ce que ça a une valeur juridique tout au moins? Absolument. En fait, il y a les contrats verbaux. Donc, moi, si je donne ma parole, en Afrique, on fonctionne beaucoup à la parole. Je donne ma parole, elle est valide. C'est un contrat. Donc, si le contrat verbal qui n'est pas visible a une valeur, pourquoi quelque chose qui serait écrit simplement parce que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude, pourquoi ça n'aurait pas de valeur? Là où nous, on intervient justement les juristes, c'est de faire en sorte que c'est pas une simplification basique. Donc, c'est pour ça qu'on parle quand même de design, parce qu'il y a un process derrière. Il suffit pas de dire que le contrat synallagmatique, c'est acheter. Non, il faut aussi penser à garder, à conserver la sécurité juridique. Donc, il s'agit pas de mettre des synonymes, ni de mettre un résumé. Non, c'est pas le but. Il faut arriver à conserver toute la sécurité juridique. Et donc, c'est pas une transformation très simple. Il y a tout un process à suivre en fonction de ce qu'on met en place en termes de design, que ce soit du design de contrat, du design de service, parce que le legal design, c'est pas juste simplifié comme ça, comme on dit. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Ça part justement du langage clair, donc ça peut être un design de contrat ou du design de service où on va aller penser les choses, même dans la manière de comment est-ce que je reçois mon client. Par exemple, il y a du design de service dans mon cabinet. Je disais, mes clients sont web entrepreneurs. Comment est-ce que je sers des web entrepreneurs? En devenant moi-même une web avocate. En fait, c'est ça, c'est cette transformation-là qui fait que pour répondre aux besoins de mon client qui est sur le web, je me mets sur le web. D'accord. Alors, rentrons dans le contexte précis de l'Afrique. Comment est-ce que le legal design pourra être avantageux pour l'Afrique? Et est-ce que vous avez déjà mis sur pied, vous avez déjà fait une mise en œuvre de cette technique pour certains projets? Et comment est-ce que cela s'est fait, en fait? Si vous savez bien nous expliquer. Moi, quand j'ai démarré le legal design sans connaître justement le concept. Moi, tout ce que je voulais, c'était, j'avais déjà une expérience en tant que collaboratrice en cabinet. Je n'avais jamais dirigé une entreprise. Donc, mon cabinet, je le vis comme une entreprise. Et je me demandais déjà ce que je voulais mettre en place. Pour moi, c'était comment est-ce que je pouvais allier deux passions, qui étaient une passion du digital et une passion du droit. Donc, c'était déjà allier deux choses pour transformer ma vision du métier. Donc, me concentrer sur une niche. Donc, aujourd'hui, on a beau avoir des connaissances générales, il fallait me concentrer. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Je vais prendre un exemple très simple. On va beaucoup sur les sites, on voit conditions générales d'utilisation. On va sur celles de Facebook, par exemple, elles sont illisibles. C'est des pages et des pages et des pages. En général, on veut s'inscrire, on nous dit de lire les CGU, mais finalement, on les lit pas parce que c'est trop long, c'est trop alambiqué, c'est trop compliqué. Et c'est un travail quand même, c'est une des demandes récurrentes que j'ai dans mon cabinet. On me demande de légaliser des sites internet, des applications mobiles. Alors, je rédige beaucoup de conditions générales de vente, d'utilisation, des politiques de confidentialité. Alors, je me suis demandé comment faire en sorte que les gens puissent lire parce que ça a un intérêt et une portée juridique. Alors, j'ai cherché des modèles, j'ai rien trouvé qui permettent de rendre plus lisible, plus accessible à tout le monde. Alors, j'ai inventé. Donc, j'ai créé des conditions générales qui sont interactives en utilisant des pictogrammes, de manière à ce que moi, si j'achète sur une boutique en ligne et je veux, j'ai reçu mon produit et puis il est pas conforme ou il a un problème. J'ai pas envie de lire 10 pages, alors je vais sur le site et je clique réclamation. Que je lise réclamation ou que je vois le pictogramme, c'est suffisamment parlant pour que je sache où aller chercher. Donc, je vais cliquer réclamation, je vais aller voir. Si je veux juste savoir quelles sont mes garanties, je vais aller voir. Donc, c'est permettre à l'utilisateur
le rendre vraiment accessible. Donc, pour lui, il sait où aller chercher et il sait qu'il n'a pas à scroller du début à la fin pour aller trouver une réponse à la question qui se pose dans son contrat pour avoir acheté sur Internet. Donc ça, c'est un des exemples de ce que j'ai mis en place dans mon cabinet, dans ma pratique habituelle, en prenant en compte une demande récurrente de mes clients, en prenant en compte quelque chose qui me gêne même moi en tant qu'utilisateur, et justement en prenant l'utilisateur comme étant le centre de ce besoin, ça m'a permis justement d'aller chercher. Après, ce n'est pas encore abouti parce que il n'y a pas d'exemple de ce type. Alors, j'ai créé une première version et je teste et je demande à mes clients ce qu'ils en pensent parce que aujourd'hui, ça évolue. Je crée justement et je prends en compte, je vais demander à mon client sa charte graphique pour adapter les couleurs, tout, la typographie. Et c'est un peu ce genre de choses que j'ai mis en place pour intégrer le legal design. C'est inventer des solutions quand je trouve que c'est pas lisible. Et donc, c'est un exemple, on va dire, à peu près. Et quand on dit comment est-ce que ça, je pense que comment est-ce que ça peut être intéressant en Afrique, c'est justement commencer à penser des solutions à des problématiques du quotidien. On ne va pas aller chercher très loin. J'ai donné un exemple très basique qui était celui de l'épicier. Le droit des consommateurs, il n'est pas lisible parce que on ne sait pas. Donc, on peut commencer par faire des infographies qu'on va mettre chez les épiciers. Ça, c'est une solution simple, basique, mais une approche design. Très, 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 très. Alors, en quoi est-ce que cela pourrait être avantageux pour l'Afrique, par exemple, pour le continent africain? Vous pensez? En quoi ça peut être avantageux parce que justement, une des problématiques, c'est l'accès. L'accès, quand on parle d'accessibilité, c'est très large. C'est dans la compréhension, dans comment est-ce que je fais pour où se trouve en fait la réponse. Voilà. On ne sait pas à qui on doit s'adresser quand on a tel problème ou tel autre. Est-ce que je peux porter plainte ou pas plainte? Donc, je pense que la première problématique, c'est au niveau de l'information. Donc, tout le monde n'a pas accès à l'information, on ne sait pas à qui s'adresser. Et ça peut être intéressant, justement, en commençant à penser des solutions qui permettent de répondre à ces problématiques d'information. Un problème qui est très récurrent, je parlais de la déclaration de naissance. Il y a énormément d'enfants qui sont apatrides ou qui n'ont pas d'acte de naissance parce que les parents ne savent pas comment ça se passe, quel est le process pour mettre en place, pour déclarer son enfant. Ou ils ne savent pas du tout ce qu'il faut déclarer son enfant. Ça dépend en fait de là où se trouve cette personne-là. Eh bien, comment est-ce que le legal design, de manière pratique, peut aider? Ce serait penser une version infographique, des dessins que les gens comprennent très, très vite. Parce que ce qu'on fait, c'est que les jeunes parents, ils viennent d'avoir leur premier enfant. On ne déclare pas son enfant tous les jours. Donc, ce n'est pas une information qu'on va trouver partout. Donc, moi, jusqu'à ce que j'ai mon enfant, je savais même pas, je m'étais jamais posé la question. Oui, je savais juridiquement comment ça se passait. Mais dans les faits, le process, comment il se fait, je savais pas du tout, je l'avais jamais fait. Mais justement, l'idée, c'est de permettre, si on crée une petite infographie qu'on remet aux parents et où on prend la peine de dire, par exemple, aux sages-femmes qui viennent vérifier, qu'au lieu de leur donner juste un papier, un certificat d'accouchement, on peut leur donner cette infographie qui permet de résumer un petit peu le process ou même d'aller plus loin, d'intégrer un service d'état civil dans l'hôpital. En fait, l'approche design, elle va beaucoup plus loin parce qu'on pense au service. Quel est l'objectif? On ne veut pas se retrouver avec des enfants qui ne sont pas déclarés. Alors, pourquoi ne pas… Si c'est plus simple pour les gens d'avoir le service sur place, peut-être que l'idée de redessiner la déclaration de naissance serait carrément d'intégrer dans les hôpitaux un service d'état civil plutôt que d'ajouter la difficulté de devoir se déplacer vers les mairies ou vers les officiers d'état civil. C'est apporter les officiers là où on en a besoin. Et donc, c'est vraiment ce serait intéressant d'aller penser les problématiques qu'on a aujourd'hui pour se demander quel est le besoin vraiment du citoyen africain, quelles sont ses problématiques réelles. Et moi, je répète, le droit, c'est dans notre quotidien. C'est aller chez l'épicier, c'est déclarer son enfant, c'est se disputer avec son voisin.
Et des fois, on sait pas, on lâche l'affaire parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais mettre des choses aussi simples, ça permet justement d'informer le plus grand nombre. Et plus on connaît ses droits, en fait, mieux on est protégé et plus on rayonne. Et je pense que ce serait plus positif justement pour les États africains de faciliter l'information, de simplifier les choses. Et le legal design, c'est ce que ça apporte, je pense. Effectivement. Alors, je vais prendre une question d'un abonné qui est avec nous, qui dit, Monsieur Erwin Ebele Ben Djene, qui dit, y a-t-il une différence entre le legal design et les legal tech? Oui. Quelle est la différence? Le legal design, c'est une sorte d'innovation, mais pas forcément, parce qu'il y a des gens qui font du legal design sans le savoir, ou en tout cas sans l'avoir conceptualisé. Et legal tech touche essentiellement aux technologies. C'est-à-dire que si je crée une plateforme en ligne de mise en relation avocat-consommateur, c'est une legal tech. En fait, c'est relié sans être vraiment la même chose. C'est-à-dire que l'un intègre nécessairement une technologie et l'autre pas forcément. Le legal design, quand je vous dis par exemple qu'il faut intégrer les officiers d'état civil dans les hôpitaux, ça c'est une pensée design. C'est-à-dire qu'on pense d'abord, c'est l'utilisateur qui est au centre, c'est pas forcément la technologie. Et ça n'a pas, justement, si on reste sur les mots, on se dit oui, mais en quoi c'est legal design? En fait, l'objectif c'est de rendre accessible un élément juridique. Et c'est en cela que ça devient legal design. Un exemple encore plus simple, c'est il y a un cabinet de droit de la famille, ses clients, ces clients viennent souvent avec les enfants. Les enfants, on doit les interroger parfois. Et des fois, les parents doivent rester tout seuls. Ils ont redessiné leur cabinet avec un espace dédié aux enfants. C'est un espace juridique. On connaît le cabinet d'avocats dans nos têtes, c'est un espace très sérieux, on n'emmène pas ses enfants. Mais là, en fait, comment faire pour que nos clients viennent, se sentent à l'aise et sachent qu'ils peuvent emmener leurs enfants? On a créé un espace dédié pour permettre aux enfants d'être là. Et si on a besoin de les interroger, ils sont dans un espace adapté. Donc, c'est différent. Le legal design, je pense que c'est beaucoup plus large et ça va au-delà des technologies. Et la legal tech, c'est essentiellement centré sur un accès au droit via les nouvelles technologies. D'accord. Alors, je vais prendre également une autre question d'un intervenant qui dit, voilà, c'est Lucia Mafukunzita qui dit, les procureurs vont-ils accepter la BD, leur littérature alambiquée leur permettant leur effet de manche? Voilà. En fait, quand je dis, c'est justement l'intérêt, c'est de rendre accessible. Et là où ce qui devrait changer, ce qui devrait nous permettre d'accepter le legal design, ou en tout cas de l'adopter, c'est une ouverture d'esprit. C'est de se dire que il y a des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et qui pour comprendre les choses ont besoin de solutions qui sont adaptées à eux. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi que quel est l'intérêt de rédiger des centaines de pages qu'on ne comprend pas? C'est le destinataire, le message. En fait, on ne fait pas passer le message. Est-ce qu'ils vont accepter? Bon, je ne sais pas. Je ne pense pas. Si on n'explique pas, je ne pense pas que ce sera facile. Mais l'idée, c'est aussi d'expliquer. Il faut déjà qu'ils comprennent en quoi ça consiste. Il faudra aussi qu'ils y voient un intérêt. Mais je pense que ce serait plutôt positif de voir ce que ça apporte et de se dire qu'est-ce qu'on veut. On veut que les comportements changent. On veut que les mentalités avancent. Et donc, comment avancer? En donnant de l'information, en rendant les choses transparentes. Et donc, la transparence, c'est ce que ça apporte également, le legal design. Le legal design qui dit legal design dit aussi quelque part une marche avec la nouvelle technologie. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment abordable quand on sait que certains pays africains ont encore des difficultés aujourd'hui à se mettre au pas du point de vue technologique et du point de vue numérique? Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même un coût, le legal design, pour le justiciable ou pour le client qui voudrait vraiment y accéder? Je ne pense pas, parce que effectivement, je disais que legal design, ce n'est pas forcément legal tech, et c'est vraiment une façon de penser. C'est plus une forme de pensée qu'une technologie en soi. C'est une innovation,
qui nous emmène en fait à repenser les choses. Et on n'est pas dans une utilisation de technologie à outrance. Effectivement, on peut avoir une idée qui intègre une technologie, mais pas forcément. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Repenser la déclaration de naissance en apportant la solution sur place, c'est du legal design. Il n'y a pas de technologie en cela. Faire des infographies qu'on remet aux jeunes parents avec les certificats d'accouchement pour que ce soit facile pour eux de comprendre ce qu'ils ont à faire comme obligation, ça aussi, on n'a pas besoin de technologie. Bah oui, imprimer, mais ça, c'est pas non plus exorbitant. Mais en fait, en termes de pour les clients, pour les consommateurs, pour les utilisateurs, le coût, moi, je pense que il n'y a pas vraiment il n'y a pas de perte, il n'y a vraiment que de bénéfices puisque il comprend ce qui lui arrive, il comprend ce dont il a accès en fait. On lui donne un accès. Donc, qu'est-ce qu'il a à perdre quand il sait que son droit, c'est d'aller rendre les œufs pourris? Pour les institutions, quel est le coût de devoir faire des campagnes ponctuelles pour refaire des déclarations de naissance a posteriori? Au contraire, en fait, moi, je pense que ça apporte, c'est plutôt un bénéfice qu'un coût. On a plus à gagner qu'à perdre, en fait. On a plus à gagner qu'à perdre. Donc, vous comme étant spécialiste du droit, comme étant membre d'un cabinet, vous avez besoin de travailler avec quel genre d'acteurs pour mettre sur pied cette initiative, pour la mise en œuvre du legal design? Par exemple, pour le continent africain, vous aurez besoin de quel genre d'acteurs? Tout le monde. Absolument tout le monde. Parce que ça peut être, puisqu'on a dit, celui qui est au centre du legal design, c'est l'humain, c'est la personne. Ça peut être un citoyen qui a une idée, qui se dit, moi, j'ai souvent tel problème. Est-ce que vous ne pensez pas, qui soumet en fait une initiative qui réglerait son problème? Moi, j'aimerais souvent comprendre comment ça se passe telle chose. Est-ce que vous ne pourriez pas, il suggère quelque chose. Donc, il apporte déjà une solution, une partie de la solution. Et ça pourrait être, comment est-ce que vous ne pourrez pas faire en sorte que votre cabinet soit plus accessible en nous mettant, je ne sais pas moi, qui suggère en tout cas une solution de son point de vue d'utilisateur. Les juristes, forcément, parce que on parle d'abord de produits juridiques, de services juridiques, de questions juridiques, de concepts juridiques. Donc, les juristes aussi doivent s'y mettre. Ensuite, il y a les institutions, les fonctionnaires. Les fonctionnaires, lorsqu'on parle de déclaration de naissance, c'est pas forcément dans les tribunaux d'abord, c'est d'abord dans les mairies. En fait, moi, je pense que le legal design, ça touche à tous les pans de la vie au quotidien. Donc, qui? Tout le monde. Mais après, effectivement, sur des questions spécifiques, si j'ai envie de faire une infographie et que je ne sais pas dessiner, je ne sais pas, j'aurai besoin des graphistes, des designers qui viennent suppléer mon action en tant que juriste, parce que peut-être qu'en tant que juriste, je peux faire le process de transformer un contrat écrit le schématiser, mais peut-être que pour que ce soit lisible, il faudrait qu'un designer apporte un petit peu de concept dessus pour que ce soit plus agréable à la vue, pour que ce soit vraiment plus accessible. Mais je pense que c'est pas forcément, il y a pas vraiment d'acteurs, c'est pas limité en fait à certains acteurs ou à d'autres. C'est ouvert à tout le monde. Est-ce que vous, dans votre cabinet, par exemple, si moi je viens dans votre cabinet que je ne sais pas trop comprendre le droit et tout son langage, est-ce que je pourrais avoir accès plus ou moins à des outils me permettant de comprendre le droit, donc des outils qui rentrent dans le cadre du legal design? Est-ce que votre cabinet y fait recours? Certains de mes clients aimeraient bien rédiger leur contrat eux-mêmes. Eh bien, j'ai créé un outil pour ça. Et donc, vous travaillez avec quoi? Vous avez quoi comme outil exactement? Alors, ce sont quand je dis des outils, c'est pas vraiment c'est pas comme on entend l'outil préparé, c'est des choses que je prends le temps de réfléchir. Par exemple, je me demande comment une personne qui ne connaît pas le droit va comprendre comment est-ce qu'on construit son contrat. J'ai essayé de disséquer un contrat et pour que lorsqu'il arrive sur mon outil, sur mon document que j'ai créé rien que pour ça, c'est une espèce de document coaching où l'utilisateur va voir que là, il doit remplir ce bloc-là, il doit réfléchir à ça. En fait, c'est intuitif. Je crée un outil intuitif, mais je le crée, je l'invente. Peut-être que la manière dont moi j'ai construit mon outil de coaching de rédaction de contrat ne ressemblera pas à celui d'un autre avocat. Donc, en termes d'outils, moi, je pense qu'il y a
les outils, en fait, ils sont dans nos têtes. On n'a pas vraiment besoin de choses matérielles. On a besoin d'empathie, on a besoin de créativité, on a besoin d'ouverture d'esprit. On a Voilà. besoin de rien d'autre. D'accord. Je vais prendre quelques questions également de nos abonnés. Je récapitule également pour les abonnés. Nous sommes avec Maître Karine Mazan Mboumba, qui est avec nous, qui est spécialiste du droit en matière d'entreprise web et tous ceux qui veulent créer des entreprises axées sur le web. Elle est avec nous, c'est une spécialiste. Nous parlons du legal design, comment est-ce que le legal design peut permettre l'accessibilité du droit en Afrique, effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez vos questions. Nous sommes en train d'interagir avec elle. Elle est là pour nous aujourd'hui et pour nous apporter son petit savoir et nous échangeons en toute cordialité. Je vais prendre Kamita Magazine qui dit que c'est un merveilleux échange et très bonnes informations rendues par Maître Karine. Merci beaucoup. Et ici, nous avons une consoeur qui est ici, Pamela Viniquin, qui dit « Comment est-ce que le legal design pourrait me servir dans la mode ?» Elle est créatrice de mode. Elle pose la question de savoir comment est-ce que le legal design pourrait lui servir dans la mode. Ben déjà, elle est designer. En fait, on a mis en fait, le legal design, c'est ouvrir le droit à d'autres influences, donc à des influences de design, à des influences d'histoire. En fait, on l'a ouvert simplement à d'autres influences pour l'enrichir et pour permettre justement à tout le monde de le rendre accessible. Comment est-ce qu'il peut, dans la mode, eh bien, ça peut être rendre transparent les process. Est-ce que ça dépend de ce qu'elle veut faire? Si elle veut, par exemple, former de jeunes designers, elle peut utiliser le legal design pour leur expliquer, enfin même pas le legal design, juste le design. Trouver un process pour expliquer de manière simple comment est-ce qu'on devient designer. Comment est-ce qu'on devient styliste? Le legal design, en quoi ça peut servir? Ça peut être aussi, je vends j'ai des vêtements, quels sont les droits du client qui va venir acheter? Quels sont ses droits si, lorsqu'il achète, il se retrouve avec des plaques, une allergie liée au tissu? C'est expliquer vraiment quel est l'impact. Si il y a une charte éthique ou si tout ce qu'il y a autour de son activité, c'est mettre de la transparence en proposant des solutions qui permettent aux gens de comprendre. Donc, elle fait, c'est dans la mode, ça dépend de son rôle en tant que styliste, en tant que, ça dépend. Et en fonction de ça, c'est vraiment trouver une réponse qui remet l'utilisateur au centre. Quel est le besoin de son client? Quelles sont ses problématiques? En fait, c'est la première étape. Et en réalité, on parle de legal design, mais en fait, c'est inspiré du design thinking qui a 5 étapes. Et la première étape, c'est l'empathie. Comprendre, se mettre à la place de la personne en face, de l'utilisateur et comprendre son besoin. Donc, dans la mode, quels sont les besoins des utilisateurs de mode? Moi, je dis utilisateurs pour utiliser un mot un peu général, mais c'est vraiment comprendre quel est le besoin. Donc, est-ce que dans la mode, c'est très vaste, mais est-ce que par exemple, si elle vend en ligne, est-ce que quelles sont les politiques de retour, par exemple? Si mon vêtement, il arrive, il est taché, il est déchiré. C'est vraiment apporter des garanties et les expliquer clairement. Mais aussi expliquer, elle, quels sont ses droits, mais quelles sont ses obligations en tant que commerçant, en tant qu'entrepreneur, en fait. Alors, il y a Erwin qui nous dit, est-ce que ce serait de la responsabilité de la société civile ou de l'État, par exemple? Écoutez, moi je pense que c'est la responsabilité de tous et c'est en fait tout l'intérêt du legal design, c'est qu'on n'a pas à attendre de l'État. On peut mettre des choses en place. On peut expliquer à son épicier que ce serait bien que tu nous mettes quand même les infos pour qu'on sache comment est-ce qu'on fait avec les œufs quand on rentre chez nous et qu'ils sont pourris. Je trouve que cet exemple, c'est un exemple très terre à terre. Terre à terre, oui. Pratique. Et d'ailleurs, moi, je vais te donner un exemple dont je suis très fière. En plus, c'est un exemple de legal design du Gabon. Je pense que cette jeune femme, elle n'a pas conscience que ce qu'elle fait, c'est du legal design. Elle a créé un blog juridique qui s'appelle Légi Gabon et elle a une page Facebook. Et cette jeune femme, elle vulgarise des concepts juridiques, des actualités juridiques. Il n'y a pas de terminologie alambiquée, c'est pas du jargon. Elle prend des exemples terre à terre. Obama a mis enceinte, je sais pas, Moussavou, et elle va
raconter, elle va le raconter comme une histoire et pour amener les gens à comprendre ce qu'ils doivent faire, quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations dans telle ou telle autre situation. Ben ça, ben, c'est une personne lambda, c'est une juriste qui a créé son blog, c'est une blogueuse et c'est la responsabilité de tous parce que cette vulgarisation qu'elle fait, ça permet à des personnes de découvrir leurs droits d'une manière très simple, très accessible. Donc, en termes de responsabilité, je pense que si on veut vraiment changer, si on veut vraiment améliorer les choses, on doit prendre la responsabilité soi-même. Et c'est pour ça que je disais, ce n'est pas uniquement la responsabilité des juristes, des designers, des je ne sais qui, c'est aussi la responsabilité du consommateur moyen, du citoyen normal qui va se dire, bon, moi, chaque fois que je vais dans un cabinet d'avocat, l'avocat, il me parle en latin, il me montre son savoir et moi, je ne comprends rien. Alors, pourquoi ne pas suggérer des solutions qui lui permettraient de se sentir à l'aise lorsqu'il va dans un cabinet? Pourquoi ne pas suggérer des solutions qui amélioreraient son quotidien? Je ne connais pas mes droits dans tel domaine, j'ai besoin de savoir. Suggérer, proposer, mais des fois, ben, on est habitué en fait à comment est-ce qu'on vit, comment on vit au quotidien. Et donc, si personne ne suggère, ben, on ne peut pas améliorer. L'amélioration, elle vient aussi de nous-mêmes. Est-ce qu'il faille quand même qu'il y ait un cadre juridique pour les États afin d'incorporer le legal design dans leur façon de faire, ou qu'on tombe là dans une certaine libéralité où chacun est libre de faire ce qui lui semble bon avec le legal design? Ben, je pense déjà le centre du legal design, c'est la créativité, c'est l'intuition, ce genre de choses. Donc, un cadre légal, ben, si on met un cadre légal pour dire qu'on accepte, par exemple, un certain type de choses, il faudra que ce soit souple. L'idée, ce n'est pas de rigidifier. Déjà, aujourd'hui, les difficultés qui viennent, c'est que on est dans un cadre rigide. Donc, pourquoi rajouter du rigide au rigide? Moi, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de cadre. L'idée ici, ce n'est pas de venir tout chambouler, c'est de rendre ce qui est accessible à tout le monde. C'est d'ouvrir les esprits, de se dire que s'il est beaucoup plus simple de fonctionner avec des contrats en BD, c'est peut-être mieux pour toute la population. Mais peut-être dire ce qu'on accepte ou pas, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine de limiter la créativité à certains types? On peut aller progressivement et accepter peut-être au fur et à mesure, mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un cadre juridique. Si on a un cadre, il faudra que ça reste un cadre souple, un cadre qui permette que les choses ne soient pas rigides ou nous empêchent de libérer notre créativité, justement, alors que l'objectif, c'est de rendre les choses souples, accessibles et flexibles. J'ai la question d'un abonné qui s'appelle Aurel Bimou qui dit « Comment est-ce que le legal design pourrait protéger les droits des créateurs des contenus, magazines, blogueurs, copywriters, les youtubeurs, les créateurs de sites web, contre le plagiat ?» Ah, ben là, c'est pas tant le legal design, c'est plus le droit de propriété intellectuelle. Il faut déjà connaître ses droits. Est-ce que c'est le legal design qui intervient ici? C'est pas vraiment le legal design, c'est plus vraiment le droit de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions parce qu'en réalité, c'est créateurs de contenu, leur droit principal, c'est le droit d'auteur. Je crée et dans notre système juridique qui est plus français, plus continental, c'est surtout un droit. Si je crée quelque chose chez moi, même sans l'avoir déposé, même sans l'avoir publié, en fait, j'ai déjà des droits d'auteur sur cette œuvre, sur ce que j'ai écrit, sur ce que j'ai dessiné, sur ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, effectivement, avec les réseaux sociaux, tout le monde copie tout le monde partage, reproduit. Et donc, il faut peut-être aller un peu plus loin avec des solutions comme le dépôt numérique, ce qui permet d'acter et de dire que ça a été fait à telle date par telle personne. Ça peut être l'utilisation de la blockchain, par exemple. La blockchain qui sert à faire les crypto-monnaies, elle a d'autres utilisations intéressantes qui permettent de dater et surtout d'avoir vraiment une trace durable pour dire à telle date, telle personne a déposé, a créé telle chose. Et si jamais quelqu'un copie et on doit l'attaquer en justice, en fait, on apporte une preuve d'antériorité pour dire que à telle date, moi, j'avais déjà créé telle chose. Là, ce n'est pas vraiment une question de legal design, c'est plus une question de propriété intellectuelle. D'accord. Alors, je vais prendre une question de Kamita Magazine qui dit
Maître, concernant les associations, la taille de l'organisation dépend-elle de la décision d'outiller son fonctionnement en mettant en place un service juridique porté sur le legal design ou non? Non, en fait, je pense que le legal design, il ne faut pas le voir comme un outil à part entière. Il faut le voir comme juste une manière de penser. Outiller son fonctionnement, déjà, je vous ai dit, on n'a pas besoin d'outils particuliers. Ça dépend de ce qu'on veut mettre en place. Si ce qu'on veut faire, c'est repenser même le design physique, les dispositions physiques du lieu où on se trouve, ben là, les outils dont on aura besoin seront par rapport à ce projet-là. Si ce qu'on veut, c'est repenser nos contrats, les outils dont on aura besoin, en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on veut mettre en place. Et il faut déjà identifier le besoin. On ne peut pas vraiment répondre de manière globale parce que il y a plusieurs approches. Le design d'information ne sera pas la même chose que le design de service ou le design de produit. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Est-ce que c'est pas une question de taille? Puisque je vous ai dit, les trois outils fondamentaux en legal design, c'est empathie, créativité et et ouverture d'esprit. Donc, ça, quelle que soit la taille de l'organisation, ça ne prend pas de place. Ça ne demande pas d'argent. Alors, moi, j'aimerais dire, est-ce que la femme a une place assez considérante dans la mise en point du legal design en Afrique? En Afrique, je ne sais pas. Mais de manière globale, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui font du legal design que d'hommes. En tout cas, les personnes qui m'inspirent, les personnes de qui j'apprends le plus sont des femmes. C'est dû au fait qu'il y a une certaine empathie ou que les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes, vous pensez? Je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est en pensant à ce type de questions que ça m'a frappé. Je vois, par exemple, si on compare legal design, legal tech, on verra que y a plus d'hommes qui créent des legal tech que de femmes, par exemple. Là, effectivement, c'est la question des femmes dans l'univers technologique, mais de manière générale. Il y a toujours moins de femmes dans la tech que il y a moins de femmes que d'hommes. Et par contre, effectivement, est-ce que c'est le côté empathique, le côté intuitif qu'exige le legal design qui fait qu'il y ait plus de femmes? Je ne sais pas. Après, je dis il y a plus de femmes, je ne sais pas, j'ai pas vraiment de chiffres, mais j'ai constaté, en tout cas dans les univers où je vais faire mes recherches, parce que le legal design, c'est se former, c'est s'inspirer, c'est chercher des sources de créativité. Je remarque qu'il y a énormément de femmes, en tout cas plus que je n'en ai rencontré d'hommes, mais il y en a aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une balance, beaucoup de femmes legal designers et beaucoup d'hommes legal takers, s'il faut les appeler comme ça. D'accord. Alors, je vais prendre une autre question. Moi, je vais vous poser une autre question. Le legal design, c'est aussi la transformation numérique pour les continents africains. Est-ce qu'il faille attendre qu'il y ait une grande transformation numérique pour que ce soit dans la pratique, ou on n'a pas besoin d'une transformation numérique parce que le tout peut se faire, les graphistes n'ont pas besoin du numérique pour mettre sur pied un dessin ou quoi que ce soit, quoi. Donc, pas besoin de prendre une grande transformation numérique pour le continent africain, je pense. Non. En fait, legal design, c'est vraiment repenser les choses, mais pas forcément de manière numérique. Les besoins. Quels sont les inconvénients du legal design, par exemple, dans le cas du continent africain, tout en sachant que les pays africains n'ont pas plus ou moins le même développement, ils n'ont pas vraiment la même ossature du point de vue économique ou du point de vue numérique. Quels seraient les inconvénients du legal design? Moi, je pense que j'aurais du mal à trouver, en tout cas, je ne trouve pas d'inconvénients, parce que déjà, je pense que ça ne demande pas d'argent, a priori. En tout cas, juste pour repenser les choses, ça ne demande pas d'argent. Ça ne demande pas d'outils particuliers pour mettre en place certaines choses. Les choses les plus basiques, les plus simples dont on a besoin. Ça ne demande même pas de transformation numérique. Effectivement, ça va ensemble, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses, on est en pleine transformation digitale, on est à l'ère numérique, et donc forcément, il y a plus de facilité, d'accessibilité avec des outils numériques, mais ce n'est pas que ça le legal design. Le fait que ce soit une approche globale, une approche
qui va au-delà, qui commence en dehors du numérique, eh ben, ça fait que pour moi, je ne vois vraiment pas d'inconvénient. Au contraire, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des infrastructures ou des choses, on peut commencer maintenant. On n'a pas besoin d'attendre des legal designers qui ont 10 ans ou 20 ans d'expérience. On peut commencer chez soi sans connaissance juridique et se dire, moi, j'ai tel problème, je vais peut-être commencer à suggérer qu'est-ce qui m'aiderait, moi, en tant que citoyen, qui ne maîtrise pas le droit, à résoudre tel problème et suggérer des choses. Donc, concrètement, en termes d'inconvénients, l'inconvénient, quel inconvénient il peut avoir la créativité et surtout transformer les choses en mieux sans avoir forcément à dépenser de l'argent, si ce n'est à utiliser du jus de cerveau. Je ne vois pas vraiment d'inconvénients et donc je pense qu'il n'y en a pas. Cédric Scalb qui nous pose la question de savoir du coup, legal design, c'est beaucoup plus du côté consommateur, du côté commerçant ou les deux? Ah, les deux, absolument. Mais quand on parle legal design, ce n'est en faveur de personne. L'idée, c'est de rendre accessible à tout le monde. Et moi, je pense que j'ai beaucoup parlé du côté consommateur, mais à l'ère numérique, la base pour moi, c'est le maître mot, c'est transparence et confiance. Donc, même sans le numérique, donc même dans la vie courante, qu'est-ce qui ferait qu'on ait envie de venir? La transparence. Moi, je pense qu'un commerçant qui intègre dans sa manière de faire de la transparence en expliquant aux gens quels sont leurs droits lorsqu'ils vont acheter chez lui, eh bien, moi, j'aurais envie d'y aller toutes les fois que je veux parce que je sais que j'ai des garanties, je sais que je suis protégée et je sais aussi que ce qui va m'arriver si je ne respecte pas les règles. Les choses sont claires. Donc, pour moi, c'est un plus pour les commerçants qui apportent, qui font que leurs clients se sentent en confiance. On peut avoir confiance en ce commerçant qui n'a pas peur de dire quels sont les droits des gens. Donc, ça protège le consommateur, mais ça protège aussi le commerçant qui aura prévenu, par exemple, que tel produit, une fois qu'il est sorti, par exemple, du magasin, de la boutique, il ne peut pas être rendu. Les choses sont claires pour tout le monde. Il n'y a pas de doute. Alors, si moi, je suis une institution, je voudrais vraiment mettre à profit le legal design pour mon pays et je fais appel à vos services. Quels seront les grands axes que vous pourrez me donner, moi, pour mettre sur pied le legal design dans l'institution, par exemple? En termes d'institution, ce serait déjà penser quelle est la problématique à résoudre. Donc, on va étudier quel est le besoin et c'est tout un process. En fait, ce sont les étapes du design thinking. Donc, la première étape, effectivement, il faut commencer à penser empathie. Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qui est le destinataire? Et la deuxième étape, il faut effectivement définir le problème clairement. Quel est le problème? Ensuite, l'idéation. Il faut trouver des solutions. On va réfléchir à plusieurs idées. On va peut-être éventuellement même les soumettre aux futurs utilisateurs. Peut-être qu'on verra que y a une qui s'adapte plus. Et enfin, on va tester pendant un temps. C'est ça. On va créer un modèle ou 2 ou 3 et on va les tester sur les populations directement qui vont venir tester un service, qui vont tester une façon de faire et qui vont dire ça, soit ça nous embrouille, après il faut un temps d'adaptation parce que c'est quand même des changements. Moi, je pense que c'est suivre le programme, le process du legal design, le process de la pensée design pour aller trouver ce qui est adapté. Et là, ça me permet de revenir à la question du début, en quoi ce serait avantageux. Ce serait que aujourd'hui, on a plein de lois, la plupart sont des lois importées, soit sont des systèmes juridiques importés, et on peine justement à les mettre, à les adapter aux populations. C'est l'occasion justement de mettre à contribution la population, de chercher comment est-ce qu'elle veut fonctionner par rapport à toutes ces règles juridiques multiples qui sont au quotidien, mais qui nous gênent parce qu'on ne les connaît pas, on ne les comprend pas. On nous dit nul n'est censé ignorer la loi, mais quand même, ce serait peut-être mieux de savoir un petit peu mieux. Et pour une institution, c'est suivre le process, les 5 étapes, comprendre le besoin, trouver des idées, designer des solutions et tester, en fait, tester jusqu'à trouver celle qui s'adapte réellement au pays, parce qu'en fonction du pays, ce sera peut-être pas forcément la même façon de
d'interagir avec la solution et ni même de la vivre. Et donc, c'est vraiment aller sur le terrain. Le legal design, c'est pas conceptuel. C'est sur le terrain qu'on voit est-ce que c'est efficace, est-ce que les gens comprennent, est-ce que les gens se l'approprient. L'idée, c'est s'approprier les choses. Ce n'est pas juste avoir un beau design. Non, on veut pas du design. On veut pas une chaise magnifique si on peut pas s'y asseoir, en fait. D'accord. Et je pense que ça cadre avec la question de notre abonné, Rufin Boumikima, qui pose la question de savoir, il dit, on entend souvent cette formule, nul n'est censé ignorer la loi. Pour ne pas l'ignorer, faudrait-il encore qu'elle soit vulgarisée et plus accessible? Est-ce que le legal design pourrait être considéré comme la solution pour connaître ses droits et ses devoirs? C'est ce que je dis depuis le début. C'est moi, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une solution. Il doit en avoir d'autres, mais je ne les connais pas, mais je pense que le legal design, c'est justement l'approche qui permet de rendre accessible. C'est l'approche qui permet de repenser les choses pour que les gens accèdent. C'est repenser les services, c'est repenser les produits qu'on propose, c'est repenser tout ce qu'on met en place aujourd'hui qui intègre une portée juridique. Parfois, c'est pas forcément un service purement juridique. La déclaration de naissance, oui, il y a un concept juridique derrière, il y a la filiation, il y a le nom, il y a tout ce que ça implique, mais pour les gens, c'est pas forcément très juridique, c'est un acte du quotidien, mais c'est vraiment remettre les choses simples à leur place. Mais c'est surtout permettre aux destinataires. Qui sont les destinataires? Les citoyens, c'est leur permettre de comprendre leur contexte juridique de manière à ce que ce soit clair pour eux. C'est vraiment ça. Cédric Scalp qui dit, n'est-ce pas là un peu utopiste dans un système capitaliste qui voit du profit? Utopique, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, moi je suis en France, on est dans le capitalisme est présent, et pourtant, aujourd'hui, moi je pense que beaucoup de cabinets d'avocats qui jusqu'à présent fonctionnaient de manière très traditionnelle intègrent le legal design dans leur façon de fonctionner. Donc, moi je pense qu'au contraire, et vraiment à l'ère numérique, c'est encore plus présent, plus fort. La transparence devient, on fait plein de choses en ligne et donc on n'est jamais sûr de rien. Quel est le meilleur moyen? Mettre les choses clairement. Donc, est-ce que c'est pas utopique? Non, je pense que c'est un changement de mentalité. C'est plutôt, mais c'est un processus ça demande quand même du temps, de l'acceptation surtout, et de prendre vraiment le temps de dire d'intégrer la chose, voilà. Alors, j'ai une question de Kamita Magazine qui dit, à la suite de l'hypothèse du legal design comme véritable transformation numérique du droit en Afrique, quelle analyse faites-vous des plateformes digitales qui se développent de plus en plus dans ce sens? Que pensez-vous de cet exemple de la plateforme Alexandrie, les éditions juridiques par exemple? Je trouve que c'est une excellente, ce sont de belles initiatives. Là, on est sur de la legal tech notamment. On est aussi sur des solutions d'accès au droit parce que on manque de fonds documentaires, on manque de fonds de jurisprudence, on manque de choses. Mais il y a, par exemple, là, on parle d'Alexandrie, mais il y a d'autres plateformes. Il y a avocat.cd qui est par exemple une plateforme de mise en relation avocat client du Congo. On a, en fait, je pense que toutes ces initiatives qui permettent aux gens, via leur portable, d'accéder au droit, que ce soit par la mise en relation avec des professionnels du droit, que ce soit par la génération, par exemple, de contrats sans qu'ils aient à le faire parce qu'ils ne savent pas faire. Moi, je pense que ça ne peut être que positif. Donc, mon avis à ce sujet, c'est vraiment positif, qu'il y en ait de plus en plus, et que justement, la transformation numérique passe par là, dans l'univers du droit. Alors, on tend pratiquement vers la fin, sauf s'il y a encore des questions des abonnés qui interviennent. Moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, au regard du continent africain, le legal design, est-ce que vous y croyez? Vous pensez vraiment que ça peut voir le jour? C'est une pratique qui pourra vivre pendant longtemps et qui pourra permettre aux créateurs, aux jeunes entrepreneurs de mettre sur pied, de créer des entreprises, également de constituer leurs équipes? En réalité, moi, je pense que c'est déjà présent.
les entrepreneurs qui veulent, avec toutes les solutions qui sont déjà présentes, les plateformes, par exemple, de génération de contrats, ou les plateformes qui permettent de créer son entreprise en ligne, eh bien, ça existe déjà. Ce sont des solutions qu'on n'avait pas avant. Et donc, toutes ces solutions, qu'elles soient legal tech ou pratiques, eh bien, ces solutions-là transforment déjà le continent africain. Elles transforment déjà l'univers entrepreneurial ou quotidien. Le fait d'apporter cet accès, que ce soit par voie numérique ou autre, c'est déjà existant. Et je pense que c'est inexorable, en fait. C'est inexorable. Il va pas être possible de faire un retour en arrière. On s'est retrouvés confinés et on a dû trouver des solutions qu'on n'aurait jamais pensé à mettre en place avant ou qu'on procrastinait à mettre en place. En fait, on est dans une situation où la transformation est inévitable. Maintenant, il faut aller plus loin. Il ne faut pas penser que numérique. Et c'est pour ça que j'insiste, le legal design n'est pas essentiellement numérique. C'est repenser les choses, c'est ouvrir son esprit et penser comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer des choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit simple pour tout le monde, accessible, compréhensible, sans perdre la sécurité juridique. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que les juristes se saisissent de cette question pour proposer des solutions à ceux qui les touchent directement. Comment est-ce que je propose des contrats qui permettent à tout le monde? Moi, je pense que ça, effectivement, ça viendra, c'est un process, mais moi, je crois au processus. Je crois que c'est en marche, c'est déjà présent et ça ne pourra qu'aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. En tout cas, merci beaucoup, Maître Karine Mazan-Bumba. Si vous avez un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui voudront, par exemple, vous contacter votre cabinet pour plus d'informations et pour d'autres choses qui rentrent dans le cadre de vos compétences. Moi, je vous laisse la parole. Je vais regarder quand même mon dernier mot. Mon dernier mot, c'est un encouragement à tout le monde, aux citoyens lambda, aux entrepreneurs, aux juristes. La transparence à l'ère numérique, c'est la clé. C'est la clé et le gage de confiance. Alors, il faut penser legal design dans tout ce qu'on fait. On n'a pas besoin de cacher les prix, de cacher les choses. En fait, il faut sortir du cacher. Il faut montrer aux gens. Il faut permettre à tout le monde. Pour aller vers le haut, il faut mettre à jour. Il faut percer les mystères. Il faut rendre tout accessible. Moi, je suis disponible sur tous les réseaux sociaux, quasiment, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, où je suis assez active aussi. Et soit il suffit de chercher MMT Avocat, qui est le nom de mon cabinet, ou Karine Mazan-Bumba. En tout cas, ça va. Mon nom est suffisamment à rallonge pour qu'on me retrouve très vite. Mais voilà, moi, je réponds aux questions, aux messages privés sans aucun souci. Donc, si vous avez des questions, même sur le mur de ma page MMT Avocat, je vous répondrai avec plaisir. Et c'est vraiment une vraie passion de rendre les choses accessibles. Et donc, je pourrais en parler des heures, mais bon. Le temps nous est imparti et je pense que nous avons été très contents de vous avoir sur cette édition, sur cet épisode des African Doers Live Talks. Et je pense que peut-être que dans un avenir proche, nous aurons encore besoin de vous pour une autre thématique, pourquoi pas, qui rentre dans le cadre, parce que vous n'avez pas qu'une seule compétence. Je pense que vous avez d'autres compétences. Pour tous ceux qui étaient avec nous, c'est une digne fille du continent africain, Maître Karine Mazan-Bumba, qui était avec nous, avec laquelle nous avons parlé du legal design, comment est-ce que le legal design pouvait rendre le droit plus accessible en Afrique. C'était très enrichissant. Il y a encore des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les écrire au bas du live. Elle pourra lire, elle pourra intervenir. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez la retrouver sur du moins les réseaux sociaux. Vous la retrouvez sur Facebook, LinkedIn, Twitter, je pense bien, et elle saura vous apporter des éclaircissements. Merci beaucoup, Maître Karine. Merci à vous. Ce fut un plaisir pour nous. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Alors, notre 5e épisode pour fin, c'est aussi une question pour moi de vous remercier énormément. Merci d'avoir participé à ce live. C'était très enrichissant. Une thématique qui nous concerne également, qui peut être très riche et utile pour le continent africain. Oui, il faut rendre le droit plus accessible, plus transparent et y mettre un peu de touche d'empathie. Je pense que notre invité l'a dit tout à l'heure.
Le continent africain a besoin d'avoir un droit plus accessible pour les populations les plus reculées, les populations qui semblent toujours trouver une barrière entre le droit, entre l'appareil judiciaire et les clients et la population. Je pense que le legal design peut être une méthode qui peut nous servir afin d'expliquer le droit, du moins aux spécialistes, d'expliquer le droit à ceux qui ne savent pas et à ceux qui sont ignorants encore du droit. C'est une bonne technique qui pourra nous servir, nous également, tous ceux qui sont dans la communication, les designers, tous ceux qui sont dans la mode et pourquoi pas les autres domaines de la vie. Je suis Marvin Lotilutenadio et je suis également l'initiateur du média Congo Café. Autour de moi, mes confrères et mes consoeurs. Donc, c'est un projet African Doers Live Talk. C'est un projet qui regroupe 5 médias, comme je l'ai dit au début. Dans ces 5 médias, vous avez Joy Ital, qui est l'initiatrice de la plateforme Je consomme africain, une grande plateforme que vous pouvez retrouver sur Facebook et qui regroupe la majorité des jeunes qui ont des initiatives axées sur la consommation du produit purement africain. Vous avez Regina Oum, qui est notre consoeur, qui est également l'initiatrice du média Africulturel, mesdames et messieurs, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Twitter et sur toutes les autres pages et réseaux sociaux. Vous avez également Tadieu Fendjob, qui est notre collègue du côté de la France, qui est l'initiateur du média Kamita Mag, que vous pouvez retrouver également sur les plateformes, les différentes plateformes. Et enfin, Vénitia Aguino, qui est en Afrique du Sud, qui est à la tête de Tropics Group, Tropic Magazine, mesdames et messieurs. Nous avons pensé nous réunir afin de créer une belle synergie, parler des thématiques qui peuvent être utiles pour vous, vous qui êtes initiateur, jeune entrepreneur, vous avez une start-up, vous qui êtes dans le domaine social, le domaine politique, le domaine économique et culturel, et vous pouvez vous retrouver dans toutes les thématiques. Nous avons commencé il y a de cela 4 épisodes déjà sur pied que vous pouvez retrouver sur YouTube également, sur la chaîne YouTube African Doers et que vous pouvez retrouver également sur la page Facebook, Instagram et toutes les autres plateformes qui existent. D'ici là, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, n'oubliez pas, vous êtes également un fournisseur et vous êtes également une personne qui offre des services. Vous voulez faire parler également de vos services. N'hésitez pas de nous contacter. Contactez-nous sur notre page Facebook. Vous aurez toutes les informations et on pourra parler de vos produits. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas de nous contacter, de nous faire part de vos suggestions et de vos idées. Nous allons nous arrêter là et moi, je vous laisse sur cette petite citation de Fatou Diom qui dit « Les idées sont des graines de lotus, elles ne dorment que pour mieux pousser ». Je vous dis, prenez soin de vous et nous vous aimons énormément. Nous aimons le continent africain. Prenez soin de vous, soyez fiers de vous et on se dit à très bientôt. Au revoir.